Le Paris Games Week se déroule en ce moment même à Porte de Versailles. Le salon a ouvert ses portes dès mardi soir et sera accessible aux joueurs et aux familles jusqu'à dimanche. Un événement important puisqu'il permettra à tous de s'essayer pour la première fois aux nouvelles consoles sortant en fin d'année, soit la PlayStation 4 et la Xbox One. Vous avez sans doute tous vu les images lamentables des débordements ayant une nouvelle fois entaché le salon que l'on ne diffusera pas ici. Après avoir passé la nuit de mardi à mercredi à patienter devant les portes du salon pour accéder au stand Activision et faire partie des 500 premiers heureux à récupérer une version collector de Call of Duty Ghost, une foule compacte a déclenché un début d'émeute. Le service de sécurité du salon, la police et les pompiers ont dû intervenir pour contenir la foule. Belle image pour le jeu vidéo, belle initiative aussi de la part d'Activision, pourtant bien au fait des risques de cette opération promotionnelle, celle-ci ayant obtenu les mêmes résultats lors de la Games Week s'étant déroulée quelques jours auparavant à Milan. Vous savez quoi? On va zapper tous les jeux des gros éditeurs pour s'intéresser à autre chose, le pavillon dédié aux indés et aux jeux vidéo Made in France, situé tout au fond du salon, dans le hall 2.2, à proximité de l'espace Kids essentiellement consacré à deux jeux, Disney Infinity et Skylanders Swap Force. Cet espace au calme, sans bling-bling, sans opération de com foireuse, sans stress, fut pour nous l'occasion de discuter et d'échanger avec moult développeurs et d'essayer de nombreuses petites perles indie à ne surtout pas louper, comme le magnifique Pix le chat, développé par Pasta Games. Il s'agit du fameux jeu ayant inspiré l'une des installations de l'expo Jeux vidéo, de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dont nous avions parlé dans un précédent reportage. C'est un jeu avec Pix le chat, donc qui était le héros de 03 Pixel, de l'Arcade Series et de Pix & Love Rush, puisque c'était le même petit bonhomme, qui revient ici enfin dans un jeu qui zoome, puisque c'était quand même notre vieux fantasme depuis le début. Et c'est un jeu qui est un mélange de Pac-Man, de Snake, le tout dans un monde fractal, qui passe son temps à exploser la notion de distance. Alors que la notion de distance est centrale dans un jeu comme Snake, puisqu'on se trimballe derrière soi avec une queue énorme, et que le but est de ne pas s'enfermer. Et donc l'avantage, c'est que là, en remontant ou en descendant dans les dimensions, on va pouvoir aller enfermer et enrouler notre queue dans des endroits qui sont beaucoup plus denses au niveau spatial. Autre jeu présenté, l'excellent Tetrobot & Co, dont nous avons récemment diffusé la critique. William David, du studio Swing Swing Submarine, qui présentait son jeu au public, nous a parlé des updates et versions à venir de leur puzzle game téléchargeable. Là, on travaille d'abord à une update de la version PC Mac Linux, enfin sur Steam, je veux dire, pour ajouter l'éditeur de niveau qui n'est pas encore disponible, ainsi que le partage des niveaux. On va aussi rajouter quelques chapitres supplémentaires, voilà, pour se faire pardonner, on va dire, auprès des joueurs. Et ensuite, la version iOS Android, donc ça, ce sera plutôt en décembre, l'update. La version iOS Android arrivera d'ici fin janvier, début février, on l'espère. Disponible en téléchargement depuis le 22 octobre, Ethan Meteor Hunter, qui fera prochainement l'objet d'une critique dans son 1%, était également jouable dans l'espace Made in France. Ethan Meteor Hunter, c'est un puzzle platformer disponible sur PC et PlayStation 3. On incarne Ethan, une souris qui a été touchée par des météorites et qui a un pouvoir donc de télékinésie. Elle peut poser le temps, arrêter le temps et bouger les objets autour d'elle pour pouvoir avancer dans les niveaux et résoudre des puzzles. Pour tous ces studios, Seven, Swing Swing Submarine, Pasta Games, mais aussi Dotemu, Kobojo, Nadeo, ISO, Cyanide, Amplitude, Voxler, Plarion, Bulkypix, bref, pour la petite quinzaine de studios représentés dans l'espace Made in France, la possibilité de présenter leurs jeux lors d'un événement tel que le Paris Games Week est une opportunité importante. Pour un studio français comme le nôtre, comme Seven, c'est toujours important d'être au Paris Games Week ou d'être sur n'importe quel salon, même dans un petit espace au fond à côté des toilettes, parce qu'au moins il y a toujours des gens qui viennent nous voir et ça nous permet de discuter avec plus de personnes et de faire découvrir le jeu à de plus en plus de monde. Je pense que c'est un vieux fantasme de faire connaître le jeu qui est fait en France dans les studios français. C'est-à-dire que c'est des réunions auxquelles j'ai pu assister et en dire ah oui, on va faire connaître les jeux. On voulait aller à l'E3 avec un espace dédié, et puis là en fait on a notre salon ici à Paris. Alors cet espace c'est super parce qu'en plus c'est un cadeau du CEL aux développeurs indépendants. Donc on a payé très peu pour cet espace-là. Donc nous on est absolument ravis, ça nous permet d'être présents sur l'événement sans avoir à débourser beaucoup parce qu'en tant que petit studio évidemment on fait très, très attention à notre trésorerie. Je pense que ça donne un bon échantillon de la production française aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant justement que le CEL puisse promouvoir des petits développeurs à côté donc, de géants comme Activision. Juste d'être là et de croiser toutes les personnes influentes de ce monde et de voir aussi les autres copains indépendants comme Swing Swing
ou Pasta Game juste derrière moi. C'est toujours un plaisir d'être là et au moins de voir tout le monde et de discuter avec tout le monde. Avec Frédéric Reynal par exemple, le créateur de Alone in the Dark et de Little Big Adventure, qui était présenté dans l'espace Made in France dans sa version mobile. Le contexte de l'époque est extrêmement important aussi. C'est-à-dire que quand, après Alone in the Dark, quand j'ai voulu faire Little Big Adventure, c'était un moment très particulier. C'est-à-dire en gros, Doom venait de sortir. Et en gros, j'ai dit c'est bon, dans 2 ans, on va voir que des jeux avec des textures rouillées, des first-person shooters. Alors c'était génial, attention, je dis pas que c'était pas bien, hein, c'était vraiment super bien, mais que du coup tout le monde allait se jeter là-dedans. Et moi j'étais un amoureux des jeux d'aventure, un amoureux de la techno, donc je voulais un mélange de techno, un jeu d'aventure à la Monkey Island, mais pas point and click, avec un côté d'action. C'est-à-dire en gros un jeu qu'on va avoir du mal pour le 3, hein, je crois, parce qu'en gros un jeu où on peut se perdre, où il faut trouver où on doit aller, où il faut comprendre ce qu'on doit faire, où en plus il y a de la plateforme et en plus il y a de l'action et des combats et il faut viser avec la balle et c'était super difficile. Et donc on voulait prendre le contre-pied de ces jeux-là de first person shooter, faire un jeu donc avec quand même de l'action mais avec des bonhommes tout ronds, tout mignons, du bourreau, des jolies couleurs, quelque chose de justement très onirique peut-être pas, mais j'allais dire la Candy Crush, non faut pas dire des choses comme ça. Mais quelque chose comme ça tout mignon pour prendre le contre-pied mais que ça soit vraiment un vrai jeu profond parce que l'histoire est vraiment justement elle est lourde, c'est une histoire de dictateurs, de gens qui sont mis en prison parce qu'ils rêvent de liberté, donc alors ok le sujet est un peu bateau et un peu facile mais ce qui était très marrant et ce que des gens me disent ou m'ont dit pendant toutes ces années là c'est que justement ce côté tout mignon, tout rond, des petits bonhommes, on avait l'impression que c'est un jeu pour les enfants, renforce encore plus le côté un peu dramatique et très lourd de la situation. On va laisser le mot de la fin à Frédéric, qui en quelques mots nous fait oublier les tristes débordements de ce Paris Games Week, qui devrait être un lieu de partage, de fête aussi, une célébration de notre média et des équipes créatives qui le façonnent. C'était un AAA à l'époque, on était 12 personnes, mais voilà, on a passé des moments juste extraordinaires, quoi. Et puis il y a une époque où on vivait tous pour le jeu, quoi. Tous les gars de l'équipe, c'était, voilà, on pouvait y passer des nuits quand il y avait un truc à faire, tout le monde était complètement investi. D'ailleurs, même ça m'a fait comprendre aussi pourquoi dans tous les jeux qu'on voit, on comprend des fois pourquoi un jeu, on dit, celui-là il a une âme. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu peut avoir une âme? Et en fait, je crois que j'ai compris, alors c'est peut-être une grosse bêtise, mais en fait, je pense que ça vient justement de l'envie de tout le monde dans l'équipe d'y mettre un peu de soi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, voilà, t'as un carré bleu à faire. Ok, il fait le carré bleu, ça y est, je l'ai fait. Voilà, ok, merci, on met le carré bleu. Ah mais oui, attends, moi j'ai enlevé un pixel dans les coins parce que du coup, comme ça, il est un peu plus doux, etc. Il m'a fallu 1 heure de plus. Bon, c'est un mauvais exemple, 1 heure de plus pour 4 pixels, mais c'est l'idée. Et du coup, voilà, c'est mon carré bleu et c'est pas un carré bleu. Et ça, je crois que dans LBA, le 2 aussi après derrière, c'est ce que tout le monde dans l'équipe, tout le monde à chaque fois, on disait bon voilà, il y a ça à faire. Et c'est, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça en plus, j'ai fait ce petit truc parce que personne ne comptait ses heures, personne, c'était toujours le petit truc rajouté. Et à l'arrivée, je crois que dans les jeux, ça se sent. Quand tout le monde y a voulu y mettre du sien et a apporté un bout de soi à l'intérieur, eh ben, tu le prends dans la figure quand tu joues. C'est peut-être complètement débile, hein, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais.